Bienvenue dans La Confrontation. Ce soir, on se penche sur un texte très très court qui analyse un match de football a priori sans grand intérêt, West Ham contre Nottingham Forest. Le texte commence par une affirmation assez directe. Tout le monde va ignorer ce match. Et puis, immédiatement, il se contredit en le qualifiant d'affrontement aux enjeux ultimes, je cite, « l'Europe contre la survie ». Alors la question qui se pose, elle est assez claire. Est-ce que cette description, cette idée d'une pression totale, est une analyse juste, une manière de voir le vrai drame qui se cache derrière ce match, ou est-ce que l'auteur cherche simplement à créer une histoire, à rendre artificiellement épique une rencontre qui est, au fond, assez banale ? Moi, je défendrais l'idée que cette tension est non seulement réelle, mais qu'elle est précisément ce qui rend ce match passionnant et même important. Et de mon côté, je pense que la première intuition de l'auteur était la bonne. C'est un match que la plupart des gens vont en effet ignorer et que cette dramatisation n'est qu'une belle formule, quoi. Une sorte d'habillage rhétorique pour un produit assez peu attrayant. Alors pour moi, mon point de départ, c'est la force du mot qu'il emploie juste après in. Erreur. Il ne dit pas en fait ou pourtant. Non, il dit erreur. C'est un mot qui claque, tu vois. C'est une prise de position très forte qui nous oblige, nous les lecteurs, à nous arrêter et à nous dire « Attends, qu'est-ce que j'ai raté ?» L'auteur ne corrige pas, il réfute, il nous met au défi. Il nous dit « Vous croyez que ce match est secondaire ? C'est votre regard qui est superficiel. » Et la clé, il la donne tout de suite. L'Europe contre la survie. Là, il ne parle plus de tactique ou de classement. Il élève le débat. On est face à un drame presque existentiel. D'un côté, l'ambition, le rêve de se frotter au gratin continental. De l'autre, la peur, la lutte viscérale pour ne pas tomber, pour ne pas disparaître de l'élite. C'est cette opposition fondamentale qui crée cette fameuse pression totale. Oui, alors je te suis sur la force de la formule, elle est bien trouvée, mais je pense qu'il faut aborder ça différemment. Le point de départ le plus honnête, c'est la première phrase. Ce soir, tout le monde va ignorer ce match. Pour moi, ce n'est pas une figure de style, c'est un constat, c'est factuel. On est noyé sous une offre de sport, de football, il y a la Ligue des Champions, les chocs entre les géants de la Première Ligue, les stars mondiales. Alors pourquoi un spectateur neutre, qui n'est ni pour West Ham ni pour Forest, choisirait ce match-là à cet instant T ? Mais c'est justement ça le point de l'auteur. Laisse-moi finir. L'auteur le sait très bien, il le dit lui-même, sa pirouette rhétorique qui suit l'Europe contre la survie, c'est une tentative de nous rattraper par le col. C'est du marketing narratif en quelque sorte. C'est efficace, ça sonne bien, mais est-ce que c'est si unique ? Pas du tout. Des matchs comme ça, avec une équipe qui vise une place en Europa League et une autre qui lutte pour ne pas descendre, il y en a des dizaines chaque saison dans tous les championnats européens. Ce n'est pas un événement, c'est une situation banale de fin de saison. La pression totale est donc une réalité, oui, mais pour qui ? Pour les 22 joueurs sur le terrain et peut-être 50 000 personnes dans le stade. Pour le reste du monde, le tout le monde de la première phrase, cette pression est une abstraction. Elle est lointaine, invisible. Tu dis invisible, mais je pense que le mot juste est ignorer. Et c'est là toute la nuance. Le texte nous dit que nous choisissons de l'ignorer. Quand tu prends l'expression « tout le monde » au pied de la lettre, tu passes à côté de l'intention. L'auteur ne fait pas un sondage d'audience. Il utilise une hyperbole pour mieux la démonter. Il met en scène une idée reçue, celle qui dit qu'un match sans tête d'affiche est un match sans intérêt, pour ensuite la déconstruire. L'erreur qu'il pointe, ce n'est pas de ne pas regarder West Ham Forest. C'est de juger la valeur d'un événement sportif uniquement à son emballage médiatique. C'est une interprétation qui me semble un peu généreuse. Tout le monde, dans le jargon du foot, ça veut dire ce que ça veut dire. Les fans qui ne sont pas directement concernés. Le public neutre. Et ce public, il cherche quoi ? Des rivalités historiques, un classico, un derby de Manchester, un match qui décide du titre. Ce West Ham Forest est, objectivement, un match de second rang pour ce public-là. L'auteur le sait. Son erreur, c'est une posture. C'est la posture du connaisseur, de l'initié qui nous dit « Vous, la masse, vous ne voyez rien, mais moi, je vais vous révéler la vérité cachée. » Ça ne change rien au fait que l'intérêt majoritaire est ailleurs. Mais la vérité cachée est parfois plus intéressante que la vérité évidente. C'est tout le propos. Il nous invite à faire un pas de côté. Il nous dit de regarder au-delà de la puissance des marques Real Madrid ou Liverpool. Il nous propose une autre grille de lecture, plus humaine. Le tout le monde qu'il vise, c'est le spectateur un peu blasé, un peu prisonnier de ses propres habitudes de consommation. Et il lui dit « Regarde, là, dans ce match que tu méprises, il y a peut-être plus de drame et de vérité humaine que dans un match de gala joué à un rythme de sénateur. » Peut-être, mais ça m'amène à un autre problème. Cette fameuse opposition, l'Europe contre la survie.
Tu l'as décrit comme un drame existentiel, presque mythologique. Moi, j'y vois surtout un cliché narratif. Un cliché n'est pas forcément faux. C'est souvent une vérité qui a été tellement répétée qu'elle en a perdu sa force. Le travail de l'auteur ici, c'est justement de lui redonner cette force. Je suis pas sûr. C'est une construction discursive qui marche à tous les coups. C'est le pot de confiture marketing qu'on peut étaler sur n'importe quelle tartine un peu sèche pour lui donner du goût. Prendre n'importe quel match de milieu de tableau avec des enjeux et tu peux lui appliquer cette étiquette. La qualification contre la honte, le record contre l'oubli. C'est une recette efficace, je te l'accorde, mais ça reste une recette. La réalité, elle est souvent plus prosaïque. Ce sont deux équipes de niveau moyen, avec des joueurs payés des millions, qui jouent un match important pour leurs objectifs financiers et sportifs. En le formulant comme ça, on perd la poésie, c'est sûr, mais on gagne en justesse. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Tu réduis ça à une formule alors que c'est l'identification d'un archétype. C'est l'aspiration contre la peur, l'ambition face à l'instinct de conservation. Cette tension-là, elle est universelle, elle dépasse le foot. Et dans un match, elle a des conséquences très concrètes. Dans un match pour le titre, les deux équipes partagent le même rêve, la même motivation positive. Ici, les motivations sont asymétriques. L'une joue pour gagner quelque chose, l'autre joue pour ne pas tout perdre. La psychologie n'est pas du tout la même. D'un côté, tu as l'espoir, l'audace. De l'autre, tu as l'angoisse, la peur qui peut paralyser ou sublimer. C'est ça qui donne à l'affrontement une profondeur unique. Les enjeux ne sont pas relatifs, ils sont absolus. Pour l'équipe qui joue sa survie, une défaite, ce n'est pas juste une défaite, c'est un pas vers le néant. Décrit très bien la psychologie des joueurs. Mais est-ce que cette psychologie se traduit forcément par un bon spectacle ? C'est là qu'on arrive au cœur du problème, la pression totale. Tu sembles dire que cette pression est, en soi, le spectacle. Absolument. C'est le spectacle ultime. Alors là, je ne te suis plus. La pression, pour un spectateur neutre, peut être profondément ennuyeuse. Qu'est-ce que ça produit, la pression totale ? Ça produit de la peur, de la crispation, des joueurs qui n'osent pas prendre de risques, une équipe qui joue pour le 0-0, des défenseurs qui balancent de longs ballons devant pour ne pas faire d'erreur, un match fermé, haché, avec peu d'occasions. La pression peut inhiber le talent autant qu'elle peut le révéler. Et soyons honnêtes, dans la majorité des cas, elle n'inhibe. Le spectateur lambda, il ne s'assied pas devant sa télé en se disant « Chouette, je vais analyser la micro-expression faciale du latéral droit pour déceler son angoisse existentielle. » Non, il veut voir des buts, du jeu, du mouvement, du génie. Il veut de l'émotion directe, pas une tension sourde. Mais c'est une vision très réductrice du spectacle sportif. Le spectacle, ce n'est pas que le feu d'artifice. C'est aussi le funambule qui traverse un canyon sur un fil. Ce qui est fascinant, ce n'est pas qu'il marche, c'est qu'il peut tomber à chaque seconde. C'est ça, la pression totale. C'est de voir comment des êtres humains réagissent quand l'erreur est interdite. Le vrai spectacle, c'est de voir le défenseur expérimenté qui a tout connu faire une passe en retrait catastrophique parce que le poids de la relégation pèse sur ses épaules. C'est de voir le jeune attaquant qui n'a rien à perdre tenter un dribble insensé parce qu'il rêve de l'hymne de la Ligue des Champions. C'est un test de caractère à ciel ouvert. Qui va craquer ? Qui va se révéler ? C'est une forme de théâtre de la cruauté qui est bien plus captivante, je trouve, qu'un match amical de gala, où les gestes techniques parfaits s'enchaînent sans aucun enjeu. Tu sais, je suis d'accord qu'il y a une beauté dans ça. Mais c'est une beauté pour l'analyste, pour le passionné hardcore, tu parles au connaisseur. Mais le texte, il commence par tout le monde. Le grand public, lui, se souviendra du 3-3 spectaculaire entre deux équipes de tête. Pas du 1-0 étriqué arraché à la 99e minute dans un match de la peur. Tu idéalises la capacité et le désir du spectateur moyen à décoder cette tension. Il ne décode pas, il ressent. Et un match crispé par la pression génère souvent du stress et de l'ennui, pas de l'enthousiasme. C'est un pari risqué de l'auteur de dire que la pression est le spectacle. C'est un pari que seule une niche est prête à accepter. Je crois que tu sous-estimes le public. Tout le monde est capable de reconnaître la peur sur un visage, l'hésitation dans un geste. C'est un langage corporel universel. Quand un joueur rate un contrôle facile, un geste qu'il a fait 1 million de fois, dans un moment crucial, on ne se dit pas « il est mauvais techniquement », on se dit « il est en train de craquer ». Et cette observation, ce moment de fragilité humaine exposé devant des millions de gens, c'est d'une puissance narrative folle. C'est bien plus fort qu'un énième but de Mbappé ou Haaland, qui relève presque de la routine. C'est un point de vue. Mais je reste convaincu que c'est une lecture a posteriori. On trouve le match intéressant parce qu'on a décidé à l'avance que la pression le rendait intéressant. C'est une prophétie autoréalisatrice. Si le match est effectivement ennuyeux, l'analyste dira « Voyez, la pression a inhibé les joueurs. Si le match est fou,
Il dira « Voyez, la pression les a sublimés ». Dans tous les cas, la grille de lecture de la pression fonctionne. Mais ça ne dit rien sur la qualité intrinsèque du spectacle offert au spectateur neutre qui a juste allumé sa télé par hasard. Il y a de grandes chances qu'il change de chaîne au bout de 20 minutes. Mais peut-être que l'auteur ne cherche pas à prédire la qualité du spectacle, mais à définir la nature de l'enjeu. Et l'enjeu ici est plus pur, plus brutal. Il y a quelque chose de très primitif dans le combat pour la survie. C'est une histoire qui nous touche tous. On a tous connu cette peur de l'échec, de la chute. C'est pour ça que ces matchs-là, même s'ils sont moins beaux techniquement, ont une résonance particulière. Ils nous parlent de nous. Au final, je crois qu'on revient toujours à la même chose. Tu vois dans ce texte une révélation, la mise en lumière d'un drame humain caché. Moi, j'y vois une projection. L'auteur projette un drame sur une situation sportive relativement commune pour la rendre plus significative qu'elle ne l'est. Il ne découvre pas une histoire, il l'écrit, et c'est tout son talent, mais c'est aussi toute son artificialité. Et si on regarde les choses autrement? L'auteur ne nous dit peut-être pas « ce match est capital », mais plutôt « ce match peut être capital si vous le regardez avec les bons yeux ». Ce n'est pas une affirmation, c'est une invitation. Une invitation à changer notre regard. Bon, pour conclure, je reste sur ma position. Je pense que le texte est une brillante pièce de rhétorique, mais il surestime l'attrait de ce match pour le grand public. L'affirmation initiale, celle qui dit que tout le monde va ignorer ce match, est probablement la plus proche de la vérité sociologique. Le reste est une construction narrative habile qui tente d'insuffler une âme épique à une rencontre qui, sans ce récit, resterait assez ordinaire dans la grande tapisserie d'une saison de football. De mon côté, je maintiens que le texte met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Loin d'être une simple formule, l'Europe contre la survie capture l'essence d'un conflit aux enjeux absolus. Et cette fameuse pression totale qui en découle n'est pas un concept pour initier, c'est le moteur d'un spectacle humain puissant, accessible à quiconque s'intéresse à la fragilité et à la force du caractère. L'erreur, comme le dit si bien le texte, serait précisément de passer à côté de ces histoires-là au profit de chocs plus médiatisés, mais peut-être moins denses en vérité humaine. Ce qui est certain, c'est que ce petit texte a le mérite de nous forcer à nous poser une question fondamentale sur ce qu'on cherche dans le sport. Est-ce qu'on cherche la confirmation de la grandeur des équipes qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'on est prêt à trouver de la valeur là où on ne l'attend pas ? Exactement. La valeur d'un match réside-t-elle dans le prestige de son affiche ou dans l'intensité brute des enjeux humains qu'il contient ? Le texte ne donne pas de réponse définitive. Il nous confronte à ces deux lectures et nous laisse avec cette idée que l'importance d'un événement dépend peut-être entièrement de la perspective qu'on choisit d'adopter. Et qu'il y a sans doute encore beaucoup à dire sur la façon dont le récit façonne notre perception du